Et notre première rédaction, ma première rédaction à visiter ce matin, c'est le site afripresse.info avec le grand citoyen d'État Olivier Adja qui est au téléphone avec nous. Olivier, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État Erigato, et bonjour à toutes et à tous. Oui. Et c'est un plaisir de reprendre encore l'émission avec toi sur le meilleur des taxis de Lomé et Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. On est très heureux de vous accueillir aussi, mon grand citoyen d'État Olivier Adja. Et ce matin, naturellement, vous revenez sur cette annonce de la CENI hier. Le référendum et les élections locales auront lieu avant le 20 décembre, hein, Olivier. Oui, cher grand citoyen d'État, c'est l'annonce qui a été faite par la CENI hier, lundi 17 septembre 2018. La Commission électorale nationale indépendante CENI a fait une annonce donc par rapport d'abord aux dates des élections. Et vous savez, on ne s'entendait pas donc à ce que les élections locales aient lieu cette année, et ce n'était même pas dans les tuyaux. Et je dirais qu'en toute entente, la Commission électorale nationale indépendante donc a fait du couplage de cette élection avec le référendum, et ces deux consultations auront lieu le 16 septembre prochain, avant quelques jours, pardon, le 16 décembre plutôt prochain, oui, bien sûr, quelques jours avant les élections législatives qui, vous le savez, auront lieu le 20 décembre. Selon les propositions de la CEDEAO, la Commission et la CENI a décidé de tenir l'élection locale, ou bien les élections locales et le référendum sur le 16 décembre, avant donc les élections législatives qui auront lieu le 20 décembre. Certes, c'est une surprise pour nous. Donc, en tant que citoyens, c'est une surprise pour les observateurs. Je suppose aussi que c'est une surprise aussi pour la classe politique togolaise. Donc, c'est aujourd'hui mardi que nous allons recueillir les réactions donc des principaux acteurs pour savoir quelle analyse ou donc ils acceptent cette proposition ou cette décision de la CENI. Ah, écoutez, on lira tout cela dans votre sur votre site, je veux dire afripresse.info. Autre sujet que vous développez, c'est le tête-à-tête annoncé entre le président togolais Faure Sozima Gnassingbé et les facilitateurs Nana Akufo-Addo et Alpha Condé. Oui, vous savez, lors du passage du comité de suivi à Lomé les 10, 11 septembre dernier, et vous savez, il y a eu donc des points d'achoppement, surtout concernant la question du renforcement ou de la recomposition de la CENI, c'est selon. Et donc le comité de suivi avait annoncé l'arrivée des deux facilitateurs à Lomé, qui sont habilités à résoudre cette question parce que donc le comité de suivi n'a pas la légitimité nécessaire, mais en tout cas la force, je vais dire ainsi, nécessaire pour pouvoir régler cette question de la CENI. Oui. Donc ces deux facilitateurs seront à Lomé selon nos confrères de Togo qui nous seront à Lomé d'ici demain mercredi, pour donc s'atteler à cette tâche de proposition plutôt donc d'évolution ou de recomposition ou de renforcement selon donc de la CENI, afin donc d'amener l'opposition, surtout la C14, à regagner les rangs de la CENI et à travailler pour l'organisation des prochaines élections. Mais la nouveauté, c'est cette rencontre annoncée entre les deux facilitateurs et le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé. Et selon donc les informations, c'est que les propositions qui vont être
faites à la classe politique togolaise vont donc au prime abord être soumises au chef de l'État et conformément donc aux habitudes diplomatiques et voilà donc universellement retenues afin que donc le chef de l'État puisse aussi se prononcer là-dessus et que ça soit soumis à la classe politique togolaise et dans son ensemble. On verra. Donc c'est ce qui est annoncé et il n'y a pas encore cette confirmation, mais je crois que voilà donc cette information nous allons pouvoir la vérifier d'ici et demain mercredi. D'accord, très bien. Ben, écoutez, c'est noté. Et puis ce sujet qui fait sourire quand même, hein, sur lequel vous revenez ce matin, Yohannes, voici celui qui est descendu du ciel pour faire du Togo la première puissance du monde. C'est sérieux ça, Olivier? Ah oui, c'est lors d'une conférence de presse animée hier lundi donc à Lomé que nous avons appris qu'en remplacement de Jésus-Christ, il y a un Messie nouveau pour la terre donc ou bien l'humanité tout entière. Mais ce Messie, je ne sais pas s'il faut se réjouir ou s'inquiéter, mais ce Messie est bel et bien togolais. Et selon ses disciples, il est descendu par le plus haut sommet du Togo, le pic d'Agou. Donc il n'est pas né d'une femme. Il est descendu par le pic d'Agou et il a une mission, c'est de sauver l'humanité et de se présenter comme le nouveau Jésus, ou du moins selon ses disciples toujours, c'est le Jésus donc qui est revenu puisque Jésus-Christ avait dit dans les Saintes Écritures qu'il reviendra avec un nouveau corps et un nouveau nom. Donc, un nom que nul ne connaît. Mais bon, voilà, donc, Yohannes nous révèle que c'est lui, donc, qui vient d'arriver et qui annonce beaucoup de grandes choses pour le Togo. Il promet aussi de faire du Togo la première puissance au monde, donc, grâce à la bénédiction divine, donc, qui est sur lui. Et voilà, donc, à chacun d'apprécier cette information et qui est factuel parce que nous sommes allés donc à cette couverture et nous mettons à l'appréciation du public togolais et ce qui a été annoncé par ce nouveau Messie qui s'appelle Yohannes hier lundi. Bon, d'accord, ce que nous savons de la Bible, c'est que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit qu'il reviendra pour faire du Togo la première puissance du monde, mais pour amener avec lui ceux qui sont dans l'espérance. Écoutez, on a compris, mon grand citoyen d'État, c'est un sujet factuel. Merci à vous, Olivier. Merci, cher grand citoyen d'État. C'est toujours un grand plaisir d'être en direct avec toi sur le taxi et maximum. C'est bien cela. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée, bye bye. Et nous avons au téléphone l'administrateur principal du site Gapola.net, c'est Thierry Afanoukoui. Thierry, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont donc à bord du taxi ce matin et très heureux de vous retrouver pour travailler ensemble à la beauté de l'information sur la 93.1 FM. Le plaisir est partagé, rassurez-vous Thierry. Et ce matin, vous revenez sur le cas de la CENI avec cette interrogation: qui pour arrêter la CENI dans l'organisation des élections sans la C14, Thierry? Oui, c'est la question que nous nous posons au niveau de la rédaction de Gapola.net. C'est tout le débat aujourd'hui. Donc, au lieu de 17, la CENI travaille à 13 et les Togolais attendent donc les présidents Alpha Condé et Nana Akufo-Addo, tous deux facilitateurs donc dans la crise politique, sur la question de la recomposition ou non de la CENI. Et ces deux présidents mandatés par la CEDEAO sont annoncés à Lomé et s'ils sont là, ils auront un tête-à-tête avec leur homologue Faure Gnassingbé qui sera consacré donc à la mise en œuvre de la feuille de route de sortie de crise. Alors, Eric,
Eric, s'il est vrai qu'une fois la facilitation a obtenu du gouvernement l'arrestation du processus d'organisation des élections sur demande de la C14, l'on se demande, et vu l'évolution des choses, si aujourd'hui le gouvernement togolais accédera à cette nouvelle demande de la C14 de recomposer la CENI quand on sait que le train de la CENI a quitté depuis la gare. Alors, la recomposition de la commission électorale nationale indépendante CENI, il faut le dire, était au cours des discussions de la première réunion du comité de suivi tenue donc la semaine dernière à Lomé, et à cette réunion, pouvoir et opposition n'ont pas pu s'entendre donc sur la question. Du coup, Jean-Claude Brault, le président de la commission de la CEDEAO, a dû convaincre donc les protagonistes de la crise à s'en remettre aux facilitateurs pour les départager. Eric, en marge donc de cette réunion du comité de suivi, Thibaut Camara, le conseiller spécial du président guinéen Alpha Condé, donc a promis que tout sera fait pour la participation de la C14 au processus électoral en cours. Et le journal disait que la question de la CENI trouvera certainement une solution lorsque nous en ferons un compte rendu à nos deux chefs d'État, parce que c'est le gage d'un climat de confiance beaucoup plus important au sein du processus de la garantie de la participation effective de l'opposition aux élections. Alors, en attendant qu'on trouve de solution à ce problème, la CENI à 13 continue de dérouler son chronogramme pour les élections. Et Eric, en plus des législatives, nous aurons aussi cette année, en décembre, donc pour être plus précis, des locales et le référendum. Le 16 décembre précisément. Et on lira l'article sur votre site, et vous aussi vous parlez du CACIT ce matin. Le CACIT aussi qui accuse le pouvoir de Faure Gnassingbé de violation des droits de l'homme. Oui, et vous le savez, comme moi d'ailleurs, que le Togo a connu des moments difficiles politiquement parlant ces derniers jours ou mois plutôt, des moments où le pouvoir de Faure Gnassingbé a vacillé, et pour sortir de cette zone de turbulence à de différents degrés, les droits de l'homme ont été piétinés. En tout cas, c'est ce que révèle le rapport du CACIT. Après donc le REJAD, la LTDH, Eric, c'est au tour du collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, d'accuser le gouvernement togolais de graves violations des droits de l'homme sur la période du 19 août 2017 au 19 août 2018. Dans ce rapport publié donc hier mardi à Lomé, le collectif note de graves violations des droits de l'homme au Togo durant la période précitée. Et dans ce rapport-là, donc, il est à noter qu'il y a pas mal de violations. Le rapport en fait cas, et le rapport accable le pouvoir de Faure Gnassingbé. On l'accuse d'atteinte au droit à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté et à la sécurité des personnes, l'atteinte à la liberté d'expression et d'information, des cas de torture et des traitements cruels, dégradants ou inhumains, des cas de disparition forcée et atteinte à l'administration de la justice ont été enregistrés. Dans ce rapport, le CACIT dit avoir enregistré durant cette période, dans le cadre des manifestations politiques, 19 morts, dont 2 militaires et 4 mineurs, 6 par balle, 5 de suite de torture ou mauvais traitement, 2 par noyade. Le CACIT rapporte également l'arrestation de 560 personnes, la plupart remis en liberté, mais 53 continuent donc de courir en prison. Eric, dans le dit rapport, il n'a pas eu le CACIT n'a pas eu qu'à accuser le gouvernement. Le CACIT a fait également des recommandations à l'ensemble des acteurs impliqués dans cette crise sur la nécessité de trouver une solution idoine. Très bien, écoutez, on lira l'article sur votre site. Et puis un dernier élément sur le cas de Patrick Mestralé, qui vient de décider de la suspension du projet de fusion UTB-BTCI. Oui, déjà la semaine dernière, nous avons eu
a publié un article sur un boycott de la 3e répétition générale RG3 par le personnel des 2 banques UITB et BTCI, et ce boycott s'est passé le dimanche dernier, et vous savez tous que l'UITB et la BTCI, ces 2 banques publiques, sont dans un processus de fusion, et en cessant le travail le dimanche dernier, c'est le personnel de l'UITB BTCI qui voulait se faire entendre pour de meilleures conditions de vie et de travail. Et ce mouvement, au lieu d'arranger les choses, les aggrave, on dirait, puisque juste après la cessation du travail du personnel, c'est-à-dire lundi, Patrick Mestralé, le responsable de ce projet de fusion des banques, prend une note pour suspendre le processus de fusion en cours, en annulant donc du coup les revendications du personnel des 2 banques. Alors, c'est depuis 2017, si ma mémoire est bonne, que le gouvernement, en conseil des ministres, a décidé de la fusion des banques UITB et BTCI. Une décision jusque-là contestée par certains. Et comme un coup de tonnerre, lundi, Patrick Mestralé décide de tout arrêter parce que les agents des 2 banques ont manifesté, mais il se défend donc par rapport à cette suspension du processus qui serait motivée selon lui par les discussions en cours avec le Fonds monétaire international FMI. Et il écrit donc une note au personnel des 2 banques, et il disait que le processus de fusion est suspendu et la date effective de celle-ci reportée sine die jusqu'à la conclusion des discussions en cours avec le FMI relatives à d'autres options de tentative de restructuration, sauvetage de la BTCI. Alors, Eric, fait notable l'annonce donc de Patrick Mestralé, fait une table rase des revendications du personnel, comme je le disais tantôt, qui réclamait une harmonisation et un réajustement des salaires des 2 institutions tenant compte du niveau de catégorie et de classe avant la fusion effective UITB-BTCI pour rendre l'équité sociale et réduire les écarts significatifs entre les salaires, une conservation des avantages acquis les mieux cotés des 2 institutions, une conservation des accords d'établissement les mieux cotés et une prime d'homologation. Donc, c'était les revendications du personnel. Et quand Patrick Mestralé a décidé de suspendre le processus, il disait dans sa note que tous les travaux de rapprochement et d'harmonisation sont donc également suspendus. Les 2 établissements bancaires reprennent leurs activités de façon autonome et indépendante. Alors, la question que nous nous posons ce matin, c'est qu'est-ce qui a motivé Patrick Mestralé à prendre une telle décision, puisque c'est le FMI même qui a demandé au gouvernement d'aller à une fusion de ces 2 banques-là, histoire de consolider la situation financière et renforcer les fonds propres et la solvabilité des 2 banques afin de leur donner de meilleures capacités d'intervention et de soutien à l'économie nationale. Donc, nous trouvons au niveau de Gapola.net que ça, c'est une décision de Mestralé. Je crois que dans les jours à venir, nous pouvons revenir avec plus de détails sur ce sujet abordé ce matin sur le www.gapola.net. Bien sûr, c'est sur votre site gapola.net qu'on lira tous ces sujets-là. Merci beaucoup Thierry Afanokoué. Merci à vous Eric et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. À bientôt. Taxi Media Show, la chronique santé. Nous allons parler santé. Nous accueillons Gabriel Anani, notre naturopathe qui nous accompagne depuis quelque temps. Anani, Gabriel, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. Moi, c'est vous remercie. Vous avez souhaité ce matin revenir sur un sujet très important, nous parler d'un aliment que ne doit jamais consommer un diabétique. Tout à fait. Très bien, nous vous écoutons. Et nous ne sommes pas là ce matin pour faire l'histoire du diabète, mais néanmoins, chaque maladie a une cause. Si on veut vraiment soigner la maladie,
il faut agir sur les causes, fondamentalement. Et nous allons évoquer ce matin deux points très importants qui vont faire que les malades du diabète ne vont pas pouvoir arriver à soigner leur maladie ni aller à la guérison. C'est quoi exactement? Nous allons parler dans un premier temps d'un parasite très puissant, la douille du pancréas du bétail. C'est comme si un diabétique vivait dans un enclos de bœufs. Donc, tous les diabétiques ont en commun la douille du pancréas du bétail. Donc, ça suppose que déjà, un diabétique ne doit pas manger la viande de bœuf. Nous allons expliquer pourquoi. Et ça ne s'arrête pas là. Nous allons parler aussi d'un polluant assez puissant, et l'alcool méthylique, communément appelé le méthanol, qui vient encore accroître ces fameux groupes du pancréas. Oui, une fois que le diabétique, par exemple, consomme la viande de bœuf, surtout quand c'est sous la forme de brochette, déjà, la viande de bœuf a une protéine, au contact de la flamme, va encore activer les benzopyrènes. Donc, en cause aussi, dans les complications du diabète, nous avons à la fois la douille et le benzène. Donc, une fois que les benzopyrènes sont présents et la douille aussi présente, ça va être compliqué de pouvoir soigner son diabète. D'accord. Oui, du coup, chaque diabétique, chaque fois qu'il consomme la viande de bœuf, va encore compliquer son diabète. C'est les causes les plus profondes qui font qu'à un moment donné, soigner le diabète devient plus compliqué. Donc, si on veut éradiquer la douille du pancréas du bétail, là, on doit cesser de consommer la viande de bœuf. Ni consommer les brochettes que nous avons tous accompagnés d'une bonne bière. Donc, c'est sur ça que nous voulons attirer l'attention de la population ce matin. D'accord. Pour dire que les facteurs les plus aggravants dans le diabète, c'est à la fois la douille, le méthanol et le benzène. Mais rappelons qu'aujourd'hui, couramment, vous allez, quelqu'un de vous dire que, ils sont du diabète, mais nous disons que la phénomène du diabète commence déjà par l'outil du diabète, qui est le glucomètre. Bon nombre de malades aujourd'hui, ils n'ont pas de glucomètre. Donc, ce qui veut dire que si même on met un traitement médicamenteux, même pas l'insuline, ils vont pouvoir prendre leur dose d'insuline pour pouvoir savoir réellement quel est le taux de sucre sanguin avant de pouvoir passer à la dose d'insuline. Normalement, tous les diabétiques, son premier outil, son premier médicament, le traitement commence déjà par avoir un glucomètre. Donc, ça veut dire qu'avant le petit déjeuner, on doit pouvoir prendre la glycémie et savoir quelle dose d'insuline je dois envoyer à l'organisme. D'accord. Même c'est pareil pour les médicaments. Si le sucre est déjà bas et que vous mettez encore les mêmes doses d'insuline que vous avez à mettre, vous comprenez que tout ça pose le traitement. Donc, à partir de là, moi, si on éradique totalement la douille, en arrêtant de consommer la viande de bœuf, on nettoie dans le sang tout ce qui est méthanol. Puisque le méthanol est partout, dans les eaux embouteillées, dans les boissons gazeuses, tout ce qui est produit hautement manufacturé, il y a le méthanol. Le méthanol est partout. Le benzène est partout. Donc, à un moment donné, il faut savoir agir sur les causes qui aggravent la maladie, et à partir de ce moment-là, on peut véritablement soigner la maladie. Très bien. Écoutez, Gabriel Anani, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bonne et journée. nous retrouvons les rédactions. Celle qui est au téléphone, c'est Fraternité avec le patron Joël Ega. Joël, bonjour. Bonjour mon frère. Merci de nous avoir rejoint, Joël. Et ce matin, vous aussi, vous revenez sur la situation au niveau de la CENI qui a annoncé les locales et le référendum, puis législative, tout cela en décembre. Vive le forcing non limite, c'est ce que vous écrivez. Oui, Eric, soit on se plaint, on crie, on se bat, ou on se tait et on croise les bras, on regarde le pouvoir et sa CENI foncer tout droit, imposer aux Togolais ce qu'il dénonce. Parce que quand nous parlons de dénonciation, il faut reconnaître que depuis, avec le mouvement du 19 août 2017, l'aspiration au changement, l'aspiration à la liberté,
le besoin de passer à autre chose n'a jamais autant été partagé par les Togolais. Et quand nous disons par les Togolais, cela veut dire que c'est autour même du fauteuil présidentiel, on aspire autour dans les couloirs même du pouvoir unir, on veut changer du quotidien, on veut quand même avoir le courage de se regarder dans le miroir et se dire voici ça c'est moi, plutôt que de jouer chaque fois la comédie. On veut ne pas être forcément obligé de porter le bleu turquoise pour vivre aisément. Donc voilà en substance ce que les Togolais partagent en commun aujourd'hui. Mais on a l'impression que malgré les demandes des Togolais, malgré ces aspirations profondes, dont le chef d'État même est bien conscient, dont les barons sont bien conscients, malgré tout cela, on fonce cette base, on se prépare encore à prendre en otage pour des années l'avenir des Togolais. Mais est-ce que la CEDEAO va rester promptoire devant tout cela, malgré toute l'implication, les va-et-vient que les facilitateurs ont fait jusque-là? Est-ce qu'on va laisser le forcing s'opérer aisément? Et nous demandons d'ailleurs, est-ce que dans cette assurance de liberté, dans cette assurance de roue libre que le gouvernement envoie à travers la CENI, ce signal que le gouvernement envoie à travers la CENI, on se demande si vraiment cette assurance ne porte pas en elle son propre danger. Alors, vous savez que le 27 septembre prochain, c'est la journée internationale du tourisme. Vous profitez de l'occasion pour attirer l'attention des gouvernants sur une situation. Ça se passe à Palimé, un décor touristique révoltant, puisque vous avez choisi l'image du château Vial. Oui. C'est pour cela que le mon frère, le château Vial, ce n'est que l'île. Oui, effectivement, le château Vial, ce n'est que l'illustration. Bien sûr. Ce n'est que l'illustration. Nous avons profité pour parler de toutes les destinations touristiques dont le Togo regorge. C'est révoltant, c'est indignant pour un citoyen de voir que voilà ce que après des décennies de gestion, voilà ce qu'on offre à un étranger quand tu amènes ton ami de l'extérieur pour aller, par exemple, pour parler du château Vial, ça fait 8 ans que ce château a été dépouillé de tout ce qu'il a et avec la promesse qu'il sera rénové. Mais vous allez aujourd'hui, le château Vial, ce n'est que le squelette que vous avez. Même les enfants vous lancent des invectives. C'est une déception, c'est indignant. Même la voie d'accès pour arriver sur ce site, c'est tout il faut avoir le courage pour aller jusqu'au bout. Et ça, ce n'est que le château Vial. Vous allez au nord du pays, vous allez même vous allez dans d'autres régions. On se demande s'il y a vraiment un ministère qui s'occupe du tourisme, s'il y a des gouvernants qui veulent vraiment soigner l'image du pays. Les voies d'accès, c'est un parcours de combattants. Maintenant, vous arrivez sur le site, il n'y a rien à se mettre tout là-dedans. Vous allez dans le pays Bassar, les fameux Founou dont on vous parle, tout est parti. Le tourisme est à l'état de squelette aujourd'hui. Le décor est plus que révoltant. Et donc, nous avons saisi, pendant que le gouvernement claironne sur tous les toits, ce rapport de l'OMT qui reconnaît le Togo comme ayant été la deuxième destination pour le tourisme d'affaires en 2017. Et il est de notre devoir en tant que citoyen d'apporter la nuance. On a parlé du tourisme d'affaires, le tourisme qui se limite à Lomé, le tourisme qui n'enregistre que ceux qui participent à ces conférences internationales. Et on ne parle pas du tourisme de découverte, du tourisme qui montre l'intérêt du richesse dont nous regorgeons. Et si jamais vous vous aventurez sur ça, c'est une déception totale. Donc il est temps qu'on arrête de cacher la face de la plaie et qu'on guérisse la plaie au fond. Alors, le dernier élément évoqué avec vous, c'est ce que vous appelez business politique au Togo, avec la montée en puissance des gangsters religieux. Qu'est-ce que c'est? Oui, Eric, tu n'es pas étranger à ça. Je crois que les auditeurs, nos fidèles lecteurs comprennent aisément nos qualifications de gangsters religieux. Nous citons juste le cas de ce Messie qu'on a déclaré tout dernièrement avec avec toute une fanfaronnade autour. Un machin de Messie, nous estimons. Nous croyons que comme c'est Winston Churchill qui le dit, il y a jamais de crise. Il y a que des opportunités d'affaires. Donc il y a des opportunités de se faire des sous pour certains.
Et comme vous allez le voir dans notre sous-titre, nous parlons de business politique. C'est un autre business politique que ces mécréants là mettent en place. À qui aime consommer ces genres de services de consommer la part qu'ils tentent. Mais nous sommes sur ceux-là qui ont un sens citoyen, qui ont un sens assez élevé et ne répondront pas au contrat que ces messieurs-là servent aujourd'hui au nom du Christ, au nom d'une foi qui n'a aucun soubassement, qui n'a aucune preuve. On se demande, je crois que c'est l'Église catholique qui fait aujourd'hui mention utile. Enfin, les corps bien organisés, bien structurés, ont donné leur position sur la crise. Ce ne sont pas des églises concrètes. On affiche même église pour le président de la République qui viennent apporter une plus-value au débat. Il y a une église pour le président de la République? Vous allez voir notre parution. Il est bien écrit dessus, église pour le président. Vous allez voir dans la parution et vous apprécierez notre critique sur ces messieurs venus de nulle part et qui veulent monnaie du CFA du côté de l'OME2. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup, Joël Lega. Merci à toi, mon ami. Et bonne journée. Bonne journée à toi et à tous les passagers. Très bien. Et on retrouve sur l'autre ligne notre quatrième rédaction, c'est celle du bimensuel Togo Nigban, avec le directeur José Eric Gagli. Eric, José, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs bien sûr de Taxi FM. Merci. Et à tous qui nous écoutent sur le net. Très bien, alors on va rester dans le sillage de la religion puisque Joël évoquait le sujet tout à l'heure. Vous aussi, vous avez parlé de la religion au nom du pasteur, du sexe et de l'argent. Qu'est-ce que c'est? Disons que nous avons par tradition, dans Togo Nigban, de nous attaquer pour la plupart du temps aux mots qui font que l'Afrique est toujours en retard. Vous savez, aujourd'hui, nous avons tellement copié tout ce qui vient de l'extérieur qu'on s'oublie. Nous oublions notre tradition, notre culture et bien sûr notre religion. D'abord, je veux en parler. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons des apprentis pasteurs un peu partout qui pullulent dans la ville de Lomé, qui promettent le ciel et terre aux fidèles dans le but tout simplement de les arnaquer. Et nous voulons nous attaquer à ce problème. Parce que, comment se fait-il qu'aujourd'hui la Bible est devenue en quelque sorte le fonds de commerce de ces pasteurs-là? Quand ils ont ils n'ont plus de boulot, le chômage oblige, quand il suffit qu'ils aient légèrement un peu de bagou, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils savent très très bien parler, ça y est, on va se mettre dans un séminaire, ou enfin quand je dis séminaire, dans les, comment dirais-je, les endroits où on les forme, je sais pas comment ils s'appellent d'ailleurs, et ça y est, ils deviennent pasteurs. Et une fois devenus pasteurs, alors là, c'est fini. C'est des beaux jours. On a, comment dirais-je, des grosses maisons, des grosses voitures, et tout ça, c'est sur les dos des fidèles. Et donc, il y a l'arnaque dans ce milieu qui est vraiment criard. Donc, vous voyez ce que je veux dire, monsieur Eric? Alors, dans un autre article, vous exprimez presque votre exaspération. Oh Dieu, les églises et mosquées nous empêchent de dormir. Vous savez, il suffit de vous réveiller vers 5 heures du matin. Oui. Il y a ces apprentis pasteurs, justement, comme je les appelle, qui commencent avec des mégaphones, qui crient à tue-tête, qui disent qu'ils sont en train de véhiculer la parole de Dieu. Je n'ai jamais demandé à que ce soit de crier sur lui. D'ailleurs, pour prier, je pense, c'est de la Bible, on se retire dans sa chambre et on est en communion avec son Dieu. C'est-à-dire que c'est une relation personnelle avec son Dieu. On n'a pas besoin de venir crier à quitter dans les quartiers et empêchant les gens de dormir, soi-disant qu'on est en train de véhiculer la parole de Dieu. Et ça, c'est pour les églises réveillées. Et de l'autre côté, il y a les mosquées que connaissent déjà à 4h30 ou pratiquement 5h à envoyer des appels, les médias, comme on les appelle, je crois, à envoyer
fait que dans les quartiers, il y a du cocon, il y a du bruit, et on n'arrive plus à dormir. Donc je pense que le problème est tellement important que le gouvernement doit se saisir de ce problème-là pour interdire dans les quartiers qu'on fasse ce genre de scène très tôt le matin, déjà à 5h, à 4h, dans les quartiers, on n'arrive plus à dormir. Et même les bars, on peut les viager jusqu'au bar, où il y a la musique à tue-tête, où on n'arrive plus à avoir la tranquillité qu'on veut chez soi. Alors, pour revenir un petit peu, si vous permettez, dans ce que j'avais titré au nom du pasteur du sexe et de l'argent, oui. La dernière fois, il y avait une fille qui cherchait à avoir un enfant, parce qu'il s'est marié, la fille s'est mariée, il n'y a pas très très longtemps, un an environ, et ils ont des problèmes de concevoir. Alors, on en a conseillé un pasteur, la femme s'est rendue chez le pasteur, et finalement, c'est parti des jambes en l'air, qui a commencé avec ces cas, entre le pasteur et la femme. Et tout ça, c'est pour dire que voilà, j'ai l'option de Dieu, et que quand on va coucher ensemble, cette option va rentrer en toi, et tu vas concevoir dans peu de temps. Et c'est des phénomènes qui se passent tous les jours devant les yeux, et personne n'en parle parce que c'est tabou. Il ne faut pas en parler. Et là, je pense que c'est le moment, c'est l'occasion pour que le pouvoir public, nos dirigeants, commencent à saisir et commencent à mettre un peu de l'ordre dans cette église privée. José Eric, juste un mot sur les élections, puisque ce matin vous vous interrogez sur le consensus ou le boycott. Est-ce que le scénario des années 80 est à l'horizon finalement? J'ai bien peur que oui, parce que déjà la coalition, je veux dire l'opposition regroupée dans cette coalition de 14 partis, je ne sais pas la CENI parce qu'ils ne veulent pas y aller pour deux raisons. Tout simplement parce que la CENI n'est pas encore la CENI qu'ils veulent, c'est pas vraiment ce que la feuille de route demande au pouvoir, enfin je veux dire à la classe politique togolaise. Ça c'est une chose. Deuxième chose, il y a aussi cette histoire qui vient de nous tomber dessus il y a quelques jours, où on nous parle encore de local. Écoutez, on va aller au local avec quel découpage électoral. Déjà, il y a un problème à tous les niveaux. Alors, je pense que le mieux, c'est d'abord de revoir les réformes, de faire les réformes, de tout faire pour que d'abord tout le monde soit satisfait. Il y a un compromis qui puisse s'installer entre les partis politiques avant de penser à aller aux élections. Sans compromis, comment voulez-vous qu'on aille aux élections? Donc, il y aura, comme je le dis, on risque d'avoir encore des boycotts. Les gens vont se dire, voilà, on ne va pas participer déjà à des élections qui sont gagnées d'avance, donc on n'y va pas, et voilà, on laisse encore, comme on dit, le boulevard au pouvoir en place, c'est bien le parti RPT qui vient, et on revient encore dans le scénario, comme je viens de le dire, des années 80. L'Assemblée va foutre des lois, latéralement, parce qu'il n'y aura pas l'opposition qui va les accompagner, et voilà, le bureau deviendra comme dans les années 80. Donc on va... Je pense que si nous aimons réellement notre pays, le Togo, il va falloir qu'on s'asseye autour d'une table. Le problème togolais doit se résoudre au Togo. Le problème togolais concerne les Togolais. Il faut que la classe politique commence à comprendre. Il faut d'abord laisser le moi de côté, laisser l'envie d'être forcément le président de pays, et penser d'abord au bien-être de la population. Je pense que c'est le plus important pour le moment. Très bien, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal Togonigban, le bimensuel, dans les kiosques ce mercredi. Merci beaucoup, Eric Gagli. Merci à toi, Eric. Et bonne journée, on va dire. L'autre quotidien dans les kiosques aussi ce matin, c'est Liberté. Et pour en parler, nous avons au téléphone le patron du quotidien Liberté, Médard Amétépé. Médard, bonjour. Bonjour, Eric. Merci de nous avoir rejoint, Médard. Et ce matin, vous revenez sur le rapport du CACIT sur les victimes de la crise politique. 17 civils tués, 6 par balle, 4 mineurs, 5 par noyade, 5 par torture et 2 par noyade. Vous relevez beaucoup plus, comme le CACIT, des zones d'ombre sur les circonstances du décès des deux militaires. Hein? Oui, et il faut dire que les rapports si la situation des droits de l'homme au Togo se suivent et se ressemblent. Et fin juillet dernier, déjà, la Ligue togolaise des droits de l'homme avait publié un rapport accablant sur la répression des manifestations politiques.
et elle avait dénombré 22 morts et 1 millier de blessés, dont certains par balle. Et le rapport avait fait réagir vivement le gouvernement qui avait qualifié le bilan établi par la LCDH de partisans et dénué de tout fondement. Mais aujourd'hui, c'est le CACIT qui va de son rapport et le bilan dressé par le collectif n'est pas très loin de celui de la LCDH. Et il fait état de 19 morts, 2 militaires et 17 civils, dont 4 mineurs. Et certains ont été tués par balle et d'autres par torture et d'autres encore par noyade. Et le rapport fait également mention de 2 disparus. Et face aux atteintes des droits, face aux atteintes aux droits de l'homme et dans notre pays, le CACIT formule des recommandations et demande au gouvernement de diligenter des enquêtes crédibles et indépendantes sur la répression des manifestations depuis le 19 août 2017 et de traduire les auteurs présumés devant les tribunaux. Et aux acteurs et partis politiques et les responsables du CACIT leur recommandent et notamment d'organiser des programmes de sensibilisation et de formation politique et citoyenne et de leurs membres. Oui. Et on espère que ce rapport du CACIT ne sera pas un rapport de plus qui sera jeté dans les oubliettes. En tout cas, on lira l'analyse que vous faites de ce rapport à la page 4 de votre journal Liberté. Autre sujet, c'est lié donc au processus électoral. Au pas du pouvoir, Faure Gnassingue sur les élections en vue, Médard. Oui, en fait, depuis la proposition de la feuille de route de la CEDEAO jusqu'à cette semaine, et toute l'attention des Togolais était portée sur les élections législatives et dans les préparatifs engagés unilatéralement par le pouvoir. Et ça était fortement contesté par l'opposition et la société civile. Mais depuis le début de la semaine, la CENI est passée à la vitesse supérieure en annonçant la tenue des élections locales avant le 20 décembre ainsi que le référendum qui avait mis le feu aux poudres il y a un an. Et nous disons qu'en fait, l'annonce des élections locales devrait être accueillie avec joie par la classe politique. Oui. Et notamment par l'opposition qui n'a eu de cesse de réclamer leur organisation, mais que c'est l'effet contraire et que cela va avoir à cause du secret d'État qui a entouré ce scrutin et la précipitation avec laquelle la CENI qui est décriée l'a annoncé. Et pour le référendum, nous pensons que c'est un désaveu infligé à la CEDEAO qui avait priorisé dans sa feuille de route la mise en œuvre des réformes politiques et électorales par voie parlementaire et à défaut le référendum. Mais avec ces annonces surprises, la tension risque de monter d'un cran au sein de la classe politique. Et nous pensons aussi que ce n'est pas fortuit et que la démarche unie et latéraliste et la précipitation qui entoure ces annonces et les élections devraient être verrouillées d'avance. D'accord. Eh bien, écoutez, on lira l'article dans votre journal, bien entendu, et puis vous revenez également sur le cas du professeur Aimé Gogué qui plaide aujourd'hui pour la libération des prisonniers politiques. Hein. Oui, et le professeur Aimé Gogué est revenu sur le cas des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations et détenues depuis plusieurs mois. Et parmi eux, on rappelle qu'il y a les membres de la société civile, notamment le mouvement nouveau qui est le REJAD et l'association en aucun cas, évidemment, et des militants des partis politiques, membres de la coalition des 14 partis. Et le professeur Gogué relève la politique à géométrie variable du gouvernement dans cette affaire. Et pour lui, si le Togo était un pays normal, où le droit s'applique avec la même rigueur à tout le monde, et des personnes proches du régime devraient être aussi arrêtées
Mais c'est avec regret qu'il constate que ces personnes sont libres et courent les rues. Et il rappelle le cas des milices appelés groupes d'autodéfense et dont les membres avaient agi à visage découvert et en cassant et en pillant les boutiques et en tabassant les concitoyens sous la protection des services de sécurité. Et il rappelle également le cas de ceux qui ont cassé et brûlé les lieux de culte et qui ne sont pas inquiétés. Oui. Et le professeur Gogué a également évoqué le cas de ceux qui ont blessé et tué lors des manifestations et qui sont protégés. Et il dénonce cette situation d'injustice qui prévaut dans notre pays et demande au nom de l'apaisement que les personnes maintenues jusqu'alors en prison soient libérées. En tout cas, on lira tous ces sujets dans votre journal Le Quotidien Liberté dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Cette rédaction, c'est celle du journal La Manchette et nous avons au téléphone Sylvestre Béni. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Taxi FM. C'est un plaisir de vous revoir. Merci de nous avoir rejoints, Sylvestre. Ce matin, vous parlez de diversion, digression et réforme, unir la peur bleue, expliquer aux étrangers. Expliquez-nous. Oui, Eric, vous savez, nombreux sont ceux Togolais qui ne comprennent pas que le régime togolais puisse autant traîner sur les réformes. Ils pensaient que de si simples réformes constitutionnelles, institutionnelles et surtout électorales, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que cela puisse quand même plonger le Togo dans le statu quo et éventuellement le conduire vers le chaos. Donc, si nous prenons le Bénin et le Burkina Faso, des gens qui ont pris moins de 60 jours pour faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles, mais au Togo, cela semble traîner. Nous sommes véritablement embarqués pour ne serait-ce que pour l'éternité. Donc, beaucoup ne comprennent pas que cela puisse être ainsi. Et aujourd'hui, ce matin, à travers donc les mots et des chiffres, nous avons donc expliqué, nous avons quand même, pris le soin donc d'expliquer aux étrangers pourquoi est-ce que ce régime donc a la phobie, pourquoi est-ce que ce régime donc a une peur bleue donc de faire les réformes pour qu'on puisse finalement sortir donc de ce carcan-là, de ce bourbier-là, de cette situation franchement qui ne n'ont pas le Togo. Très bien, écoutez, on lira l'article dans votre journal La Manchette et puis cet entretien avec les forces vives de la diaspora que vous publiez, notamment avec David Kweli qui, ce que vous écrivez, lamine le RPT Unir, prévient la C14 et appelle le peuple finalement à la résistance. Oui, je crois que David Kweli fait partie donc des jeunes de la diaspora. En fait, c'est un jeune que beaucoup doivent connaître parce que c'est lui, il est écrivain, il est auteur donc de l'ouvrage. Son dernier en date, c'est que pour que d'homme Anselme. Anselme, c'est ce jeune-là que du moins c'est le régime togolais, où les militaires togolais ont abattu froidement à Mango. Eric, vous devez quand même vous rappeler de ces jeunes-là qui sont sortis de la rue pour réclamer à l'époque leur professeur. Et ce jeune-là a été retrouvé mort, des balles dans son corps. Et donc David Kweli, il fait partie donc de ces jeunes-là de la diaspora qui sont beaucoup plus en vue. Ils veulent quand même qu'on arrive quand même à trouver une solution pour cette crise-là. Donc, c'est un jeune à qui nous avons tendu notre micro et il revient sur la situation sociopolitique togolaise et puis il a totalement dézingué, laminé le régime RPT Unir dans cette interview et puis il a surtout prévenu la C14 parce que ils estiment que aucun parti de la coalition ne doit aller aux réformes parce que il dit que si cela doit arriver, ils vont combattre ce parti-là avec la même énergie, la même fougue, la même hargne, et avec laquelle donc ils essaient donc de combattre aujourd'hui le régime RPT Unir. Et puis finalement, il a appelé donc le peuple à la résistance. Donc c'est un jeune que beaucoup doivent connaître quand même. Il faudrait que les Togolais puissent parcourir nos colons ce matin
voir ce que ces jeunes-là, en fait, ils sont au nombre de 8. Et il y a aussi David Omolou qui fait partie également donc de ce club-là. David Omolou, c'est un jeune aussi que les Togolais doivent connaître. En 2003, c'était le métronome au campus de Lomé qui se battait pour de meilleures conditions de vie et de titres des étudiants. Il y a également Sivi et Emmanuel Fritou qui fait partie donc des combattants engagés en Allemagne, celle qui organise beaucoup plus de marches en Allemagne. Donc ils sont nombreux et dans ce que nous pouvons appeler ce matin les forces actives de la diaspora. Donc David est l'un donc des porte-parole du groupe et que nous avons interviewé ce matin. Écoutez, on lira l'article dans votre journal. Et puis rapidement, un autre sujet sur lequel vous avez souhaité revenir, c'est ce qui se passe dans le canton d'Amouti-V. Vous parlez de curieuses sanctions du COSAGA contre la famille Adjaounoua. Eric, vous savez, ce sont des situations à classer dans les inédits, dans les inédits donc de l'histoire au Togo, vous savez. En réalité, il s'agit donc d'un monsieur que nous appelons Moïse Dometo Agbeve Aïkouma. Et c'est un membre influent donc du canton d'Amouti-V. Et puis il est décédé en mai dernier. Et ces enfants, dont le plus âgé a aujourd'hui 62 ans, le monsieur devait avoir autour de 85 ou 87, je me rappelle quand il est décédé. Donc son premier enfant a 62 ans. Donc ils ont organisé les funérailles, les obsèques de leur papa et qu'ils ont enterré. Mais finalement, c'est le COSACA, c'est le comité des sages d'Amouti-V qui veulent maintenant sanctionner leurs enfants pour avoir osé enterrer leur papa sans leur autorisation. Aujourd'hui, on leur demande donc d'acheter des moutons, des bœufs, tout ça, ne serait-ce que pour présenter des excuses au comité des sages. Mais les enfants se disent, en fait, nous sommes âgés, notre père est décédé, nous avons pris le soin de l'enterrer, mais aujourd'hui, on nous sanctionne. Et même, figurez-vous, dans la sanction, il leur est même interdit donc de participer aux cérémonies funéraires dans le canton. Donc hier, nous pensons que en fait c'est un inédit. Mon père est décédé, j'ai enterré mon papa et maintenant on me sanctionne. Mais Eric, vous savez, ce qui est derrière tout ça, c'est parce que le monsieur est un membre influent du canton. Il est le président de plusieurs associations et vous comprenez que dans cette communauté, lorsque quelqu'un qui a quand même cette cote de popularité, les cérémonies funéraires génèrent assez donc de retombées financières donc pour la communauté. Donc aujourd'hui, on veut quand même sanctionner ces enfants-là pour avoir osé enterrer leur papa. Donc nous avons quand même pris soin de discuter hier même avec le chef canton d'Amouti-V, Togbi Adjali sur la situation. Oui. Il a également donné son point de vue, sa version des faits de la situation que nous invitons nos lecteurs à découvrir ce matin. Très bien, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal, la manchette dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Oui, merci Eric, et tout le plaisir à moi. Je crois qu'on se reverra le mercredi prochain. Oui, si Dieu le veut. Merci et bonne journée. Merci beaucoup mon frère. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.